Dites bonjour à YouTube maintenant. Allez, le chat c'est parfait, soyez gentils, dites bonjour à YouTube. Ils sont un petit peu longs à dire bonjour à YouTube quand même. Ouais, c'est le temps que le message arrive, etc., qu'ils comprennent et tout. Bon, voilà. Bonsoir YouTube, bonsoir. Le spam de bonjour YouTube. Donc, YouTube, j'espère que tous ceux qui regardent cette vidéo en VOD, vous vous sentez aimé par le chat sur le live. Parce que c'est le cas. Regardez comme ils vous disent bonjour. Regardez si c'est pas beau. Bon, il y en a un qui a dit au revoir, cassez-vous, mais bon, c'est pas grave, ça c'est l'exception qui confirme la règle, on va dire. Bon. On va commencer vite fait ce Tech Talk. Et on va toc. Et allez, venez, tout le monde peut gagner Tech Talk. Voilà. Ok. On va commencer par quelque chose dont vous avez forcément entendu parler. Le site Zone Téléchargement. Hein. Me dis pas que tu connais pas. Hein. C'est tous les deux que tu connais. Et que tu l'utilises à outrance. Hein. Ça ou tes 411. Hein. On me la fait pas à moi. Hein. Non mais j'y vois clair dans ton jeu là. Hein. Bref. Le site Zone Téléchargement que personnellement je n'utilise pas parce que je trouve ça chiant en fait le téléchargement direct depuis la fermeture de Megaupload. Donc il y a environ 5 ans. Bah, je trouve ça très chiant parce que tous les services de téléchargement direct sont casse-couilles, tu dois payer pour pouvoir télécharger en continu ou pas être bridé sur la vitesse, il y en a certains qui sont pas comme ça, mais bon, bref, c'est casse-couilles, du coup j'ai arrêté le téléchargement direct, je suis retourné au bon vieux torrent ou alors au newsgroup. Newsgroup, c'est un truc qui marche extrêmement bien, et si vous êtes chez Free, je vous conseille d'utiliser les newsgroup et Usenet. J'ai jamais vu un meilleur truc pour télécharger des fichiers. C'est plus rapide que toutes les autres méthodes, donc pas de beaucoup, mais c'est là où tu atteins le maximum de ta vitesse de connexion. C'est entièrement sécuritaire et entièrement anonyme, tu peux pas te faire gauler, il y a zéro chance que tu te fasses gauler avec les newsgroups, et en plus tu trouves vraiment pas mal de choses, c'est souvent des fichiers qui sont en très bonne qualité, et comme tu télécharges plein de petits paquets, et après bon c'est un petit peu plus compliqué sur la gestion, parce que tu télécharges plein de paquets, et après il faut les remettre ensemble et les réparer, etc., mais ça se fait vraiment très bien. Bref, on n'est pas là pour parler des meilleures méthode de téléchargement, on s'en fout. Et voilà, à mon avis, les 3/4 d'entre vous sur le chat ne savent même pas ce qu'est un newsgroup et l'utilisation de Usenet, mais bon, c'est pas grave, passons. Si ça vous intéresse, j'en parlerai peut-être un autre jour, ou je vous invite à vous renseigner un petit peu sur le sujet. Usenet, exactement, Anis qui connaît, bravo, un mec qui connaît. Bref, zone de téléchargement qui a été fermée, c'était le 28 novembre. L'article a popé, zone de téléchargement a été fermée, donc apparemment il y a une enquête qui a été qui dure depuis pas mal de temps, etc. La gendarmerie a procédé à des arrestations, des mises en garde à vue, et tout, et du coup ils ont fermé le site. Genre ils ont fait aussi des perquisitions de certains serveurs, et du coup ils ont saisi certains serveurs et ont fermé le site. Voilà, il y avait plusieurs personnes qui étaient suspectées d'être impliquées dans la gestion du site, qui ont été interpellées, mises en garde à vue, etc. Et ensuite, pouf, le site a été down, machin, ce site a été fermé par la gendarmerie nationale, etc., et il n'était plus du tout accessible. Donc ça, c'était très drôle. Ça, c'était mieux, c'était très drôle. Tout le monde était là, ah, c'est la fin du monde, ah, zone de téléchargement c'est fini, où est-ce qu'on va télécharger, bref, voilà. Donc, il aura quand même fallu plus de 2 ans à la gendarmerie et au C3N, donc Centre de lutte contre les criminalités numériques, pour fermer zone de téléchargement. Donc, ce qui est très drôle, c'est que quelques heures plus tard, donc en fait plutôt un jour plus tard, zone téléchargement se trouvait réouvert. Donc hop, le 28, la gendarmerie fait des choses, arrête des gens, saisit des serveurs, ferme zone téléchargement, c'est la fin du monde pour la moitié de la France. Le lendemain, zone téléchargement est réouvert. Les gens sont what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la gendarmerie s'est dit, ah, on a fait une connerie? En fait, le grand chef de la police téléchargeait aussi sur zone téléchargement, et du coup, il nous a forcé la main. Non, c'est pas du tout ça. Non. En fait, le site a été fermé, sûrement parce qu'ils ont saisi... Comment ça s'appelle? Ils ont saisi les serveurs, etc., sur lesquels il y avait certainement le site principal. Mais ils n'ont pas fermé
le nom de domaine. C'est-à-dire que le nom de domaine de zone téléchargement, je ne sais plus également exactement c'est lequel, mais le nom de domaine était toujours là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que forcément, ils ont pas arrêté toutes les personnes qui sont impliquées dans la gestion du site. Ils n'ont pas saisi tous les serveurs. Vous avez des serveurs qui sont ce que run le site live, qui ont le site en live, la version actuelle du site, et qui fonctionne en continu, mais forcément, comme tout bon truc de téléchargement, ou comme tout bon site, il y a des serveurs un petit peu disséminés partout, qui ont des copies de backup du site. C'est-à-dire que vous prenez les serveurs principaux, vous les éjectez, le site est fermé parce que le site n'est plus accessible, vous redirigez ça vers les serveurs de backup, et là votre site revient parce que vous avez une version de backup du site qui est hébergée ailleurs sur un autre serveur. Tant que le nom de domaine n'est pas fermé, bah vous pouvez toujours réutiliser le même nom de domaine. Après, ce qui arrive, c'est que parfois le nom de domaine est fermé. Les autorités ferment le nom de domaine, genre zonetéléchargement.com. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que les gens, du coup, ils rachètent un nom de domaine ailleurs. On va dire en Croatie, en Bulgarie, dans des pays où les autorités n'ont pas la juridiction pour fermer le nom de domaine, ou pour demander la fermeture du nom de domaine. Et du coup, vous vous retrouvez avec des sites genre zonetéléchargement.cr.th, et là, hop, ils envoient le site sur ce nom de domaine-là. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et donc là, du coup, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 2 serveurs qui ont été saisis par la gendarmerie. L'adresse du site n'a pas été affectée cette fois, donc le nom de domaine était toujours le même, le nom de domaine n'a pas été changé. Et donc du coup, vous pouviez... En fait, le site a pu être accessible via une copie du site qui a été mise en façade sur le site web, grosso modo. Relancer la plateforme à partir d'une copie. Le problème, c'est que voilà, si le site fonctionnait en façade, c'était pas forcément le cas des liens pour les téléchargements. C'était pas forcément possible de télécharger, d'utiliser les liens qui étaient dans les topics, etc. Et mercredi, donc ça c'était lundi fermeture, mardi réouverture, et mercredi le site a redisparu. Voilà. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, je vous avouerai que je ne sais pas s'il est encore accessible ou pas. Je vais aller voir, zone téléchargement, je vais aller voir. Mais c'était quand même assez drôle. C'était assez drôle. Ok, pour l'instant il est fermé. Pour l'instant, zone téléchargement est fermée. Il est revenu pendant quelques heures et après il a ensuite redisparu. Mais il semblerait qu'ils aient un plan B, potentiellement d'autres serveurs, etc. Enfin, plus que d'autres serveurs, mais potentiellement, ça m'étonnerait que le site s'arrête là. Quand t'as un truc qui est aussi gros et qui est aussi populaire, forcément t'as des plans de backup, t'as des plans de secours si jamais tu te fais saisir et tout, s'il y a des personnes qui se font arrêter. Et t'as du coup un plan pour pouvoir relancer le site si jamais il se fait take down, si jamais il se fait mettre à mort. C'est un peu ce qui s'est passé avec Kickast Torrent. Kickast Torrent, c'est pareil. Ils ont été par le FBI, mais il y a des alternatives qui ont vu le jour, etc., qui sont moins bien que le site original, mais qui sont quand même pas si mal et qui peuvent te dépanner. Voilà. Donc, bref, c'était très drôle. On va passer à la news suivante. Netflix, une fonctionnalité qui a été demandée depuis le début quasiment de l'histoire de Netflix, qui est enfin ajoutée au service. C'est la possibilité de regarder ses films hors connexion ou par exemple sa musique. Enfin, pas sa musique. Films et séries hors connexion. Donc si jamais vous avez un problème de connexion, si jamais vous vous déplacez ailleurs, c'est-à-dire que vous allez prendre l'avion, vous allez prendre le train et vous n'allez pas avoir de connexion, vous pouvez vous connecter à votre compte Netflix. Et il y a une petite option qui s'est rajoutée, vous pouvez mettre, hop, regardez ça, rendre disponible hors ligne. Et comme ça, quand vous rendez la vidéo disponible hors ligne, eh bien vous pouvez la regarder sans connexion internet. Ce qui est quand même génial. En gros, vous téléchargez la série ou le film sur votre téléphone ou sur votre PC ou sur votre tablette. Donc c'est très pratique parce que, bon, c'est sûr, généralement tu utilises Netflix chez toi, au calme, tranquille, devant ta télé ou dans ton salon ou sur ton PC. Mais voilà, si jamais tu sais que tu vas partir en voyage et que tu as 6 heures de train et tu te dis, bon, bah j'ai Netflix, j'aimerais bien regarder un petit film, plutôt que de devoir télécharger illégalement ton film, bah tu vas sur Netflix, hop, tu le télécharges via Netflix,
et tu l'auras dans ton train, et t'es tranquille. C'est quand même un truc qui a été demandé beaucoup et qu'ils ont enfin rajouté, et ça c'est un pas vers l'avant, c'est un bon point, c'est un bon avancement au niveau de Netflix. Voilà, voilà. Ensuite, on va parler d'une petite news tranquille. Donc, les mecs vont être là, what the fuck, mind blown, une GTX 1060 3Go avec un GPU de GTX 1080, et là les mecs vont aller directement acheter toutes les GTX 1060, histoire de pouvoir trouver celle qui a un GPU de GTX 1080 en se disant je vais avoir une puissance de fou. Le site .eu marche. Ah, ok. Le site zone-téléchargement.eu marche. Ok, bah fort bien, fort bien, fort bien. T411, il y a le problème de ratio également. On est tous d'accord là-dessus, il y a le problème de ratio, hein. Si vous voulez monter votre ratio, on l'a tous fait, il faut partager du porno parce que c'est ce qui marche le mieux, hein, qu'on se le dise. Si vous voulez remonter votre ratio sur zone téléchargement, si vous avez un upload vraiment pas dégueu, le plus simple c'est de partager du porno. Vous téléchargez un film, vous le mettez en partage, et je peux dire que votre ratio va monter de fou. Le mieux c'est que vous en avez téléchargé 3-4, hein, et votre ratio va monter vraiment de fou. Alors je peux vous dire que oui, c'est peut-être une technique de pute, vous allez dire ah le mec télécharge des films porno, ouah ouah ouah. Non, c'est juste pour monter ton ratio, hein, clairement. Et je peux vous dire que avec ça, si t'as la fibre, donc un upload à 100-200 mégabits par seconde, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. J'ai un pote qui utilisait cette technique pour monter son ratio en ayant la fibre, donc il avait une connexion gigabit. Je crois qu'il avait 600 en download, donc pas tout à fait gigabit, et 400 en upload. En utilisant ça comme technique, on avait un ratio tellement haut que le compte a été banni, parce qu'il pensait qu'on trichait en modifiant notre ratio. Alors qu'en fait, pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. Il a même fait des réclamations, il a même été en contact avec le propriétaire du site pour lui dire non mais genre, je t'envoie genre mes captures d'écran de tout ce que, de ma connexion, de comment ça partage, de à quelle vitesse ça partage et ça upload et tout, pour que tu vois que genre oui, on a un ratio de 150, mais c'est totalement legit. Et le mec a fait ok, ouais, effectivement, ça semble legit, mais là je peux plus rien y faire parce que ton compte a été banni et je peux pas le rouvrir. Voilà. Non, parce que moi j'ai pas une connexion. Enfin, là c'est forcément un pote, parce que personnellement j'ai jamais eu de connexion fibrée. Et ceux qui me suivent le savent, j'ai jamais eu de connexion fibrée. Quand j'étais en France, j'ai jamais pu streamer de ma vie, parce que j'avais pas la fibre, j'avais que la DSL, donc ça pouvait pas être moi. L'anecdote ne peut pas être par rapport à moi. Et ici, j'utilise pas T411 parce que non plus, vous savez très bien qu'au Canada, une connexion à 600 mégabits en download et 400 mégabits en upload, ça n'existe pas. Bref. Voilà, voilà. Ça parle de porn et de gigabits. Alors, on va recommencer avec notre petite GTX 1060 3Go qui ont des GPU de GTX 1080. Donc en fait, ce qui se passe, c'est une petite news tout à fait... c'est également en fait une anecdote, c'est que ce qui se passe, c'est que parfois, les chipsets de carte graphique sont pas défaillants, mais ne passent pas le service qualité ou l'inspection qualité. C'est-à-dire, voilà, le GPU, vous faites une 1080 et au final, il n'a pas les caractéristiques attendues ou il n'est pas tout à fait conforme. Dans ce cas-là, soit ça part en rebut et vous éliminez totalement, vous jetez le chipset que vous venez de faire, soit vous le réutilisez pour une carte plus bas de gamme. Et en fait, c'est ce que va faire Nvidia avec ces GP104 non utilisables. Donc les GP104, c'est les puces qu'il y a dans les GTX 1080. Et vous allez donc retrouver des GP104 non utilisables dans les GTX 1060 3Go. C'est-à-dire que du coup, il suffit qu'il y ait une partie du GPU qui soit pas conforme, qui soit non fonctionnelle, mais que l'autre marche, et du coup, ils vont prendre ça, ils vont le mettre dans une GTX 1060, et ils vont activer seulement les trucs qui marchent. Et du coup, voilà, on se retrouve avec les mêmes caractéristiques d'une GTX 1060 standard. Et apparemment, ils peuvent faire ça qu'avec les 1060 3Go. Parce que les GP104 défectueux, ils auraient pas non plus suffisamment de trucs de... Enfin, ils auraient pas les bonnes caractéristiques ou ils seraient trop défectueux pour être vendus comme des GTX 1070. Donc voilà. Voilà. Ce qu'il fait, c'est qu'il désactive les unités supplémentaires via le BIOS de la carte graphique.
pour proposer une configuration qui corresponde à la carte qu'ils vendent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si c'est désactivé via le BIOS, il y a forcément des mecs qui vont modifier le BIOS et qui vont sortir des versions du BIOS que tu pourras flasher, donc tu pourras flasher le BIOS de ta 1060 pour débloquer potentiellement tous les trucs, toutes les unités. Le problème, c'est qu'il y a des unités qui sont défectueuses. Alors, à savoir si c'est bien de le faire ou pas, parce que, genre, ça se trouve, imaginons, vous avez 20 unités. Et là, le truc pour qu'il marche, il faut qu'il y ait 20 unités qui soient fonctionnelles. Et là, vous dites, ah merde, on a 4 unités qui sont non fonctionnelles. Vous en avez 16 qui sont fonctionnelles. Vous dites, bon, bah du coup, on peut pas l'utiliser sur une 1080 parce qu'il n'y a pas les 20 unités qui sont fonctionnelles, mais on va l'utiliser sur une 1060, là où il n'y a que 10 unités qui ont besoin d'être fonctionnelles. Du coup, on va désactiver les 6 autres unités. Ou plutôt les 10 autres unités, dont 6 sont fonctionnelles et 4 ne sont pas fonctionnelles. Et du coup, vous avez vos 10 unités qui marchent et qui sont activées sur votre 1060 et vous avez la puissance d'une 1060. Si là, vous flashez votre BIOS pour qu'il active toutes les unités, qu'est-ce qui se passe ? Parce que du coup, vous avez 16 unités qui sont fonctionnelles, mais vous en avez 4 qui sont pas fonctionnelles. Est-ce que les 4 qui sont pas fonctionnelles vont pas en fait niquer les performances de votre carte parce que du coup, ça va introduire des bugs, etc. Ou est-ce qu'il y a moyen d'activer seulement celles qui sont fonctionnelles, même si c'est pas les 20 ? Genre... Est-ce que c'est possible ? J'en ai absolument aucune idée. Mais je pense que c'est possible que certaines personnes s'y essayent. Mais en attendant, ça se passera pas en Europe parce que les cartes, pour l'instant, sera réservées exclusivement au marché asiatique. Donc vous ne pourrez pas essayer ça chez vous. Ce qui est bien dommage. Mais si j'ai des news là-dessus, j'essaierai de vous tenir au courant. On va passer sur les chipsets Z270. C'est pas possible à cause de la consommation. Et là, effectivement, tu soulignes un point excellent que je n'avais absolument pas pensé. Et oui, en fait, ça va juste être pas possible à cause de la consommation. Parce que du coup, sur une 1060, ils vous mettent une prise d'alimentation 6 pins ou 8 pins, ça dépend, je sais plus, pour avoir qui peut délivrer jusqu'à 150 watts de puissance. Ils vous mettent les étages d'alimentation pour le GPU qui correspondent et pour la VRAM qui correspondent. Si vous débloquez trop d'unités, il n'y aura pas assez de puissance pour alimenter correctement le chipset et au final ça marchera mal. Donc effectivement, le problème de l'alimentation fait que ça pourra potentiellement ne pas être possible. Get wrecked by les viewers. Non, mais c'est pas ça, c'est genre, j'avais absolument pas pensé en vous en parlant, et là le mec le souligne, et me dit, oui, effectivement, c'est absolument logique que, à cause de la consommation nécessaire nécessaire pour les unités supplémentaires qu'on réactiverait, et ben c'est totalement logique que comme on a un manque de puissance en entrée, on pourra pas utiliser correctement, on pourra pas correctement utiliser la puissance du chipset si on réactive les unités et si certaines de celles-là sont fonctionnelles. Donc voilà. C'est quoi ce stream encore? Bref, on va parler des Asus, des cartes mères Asus ROG Z270. Donc la line-up des cartes mères a fuité, voilà, on va avoir des cartes mères Strix et tout. Voilà, ça, bon, je pense que je vous apprends rien en vous disant qu'il va y avoir des micro ATX et des formats standards ATX. On va y avoir la Strix 270G micro ATX. Donc, au niveau de l'alimentation, 8 plus 2 plus 1 phase d'alimentation, donc ici, tac tac tac. Bon, vous pouvez pas très bien les voir, mais il y a quand même 11 phases d'alimentation, ce qui est plutôt pas mal. Il y a 2 connecteurs PCI Express 3.0 en 16 fois, 2 connecteurs une fois, donc les deux petits qui sont là. On a 6 ports SATA qui sont sur le côté, juste ici, là, tac tac tac, hop. On a un beau logo Republic of Gamers sur le chipset pour leur refroidir un petit peu. On a la pile du BIOS, etc. On a quand même pas mal de connectiques à l'arrière. On a 6 jack audio. On a au moins 1, 2, 3, 4 prises USB 3. Là, je pense qu'on a du USB-C. Là, on a du Wi-Fi sur cette carte. Désolé, je remonte un peu, vous voyez pas. On a du Wi-Fi là. On a 4 prises USB 3. On a de l'USB-C ici. On a une prise PS2 pour clavier-souris. Là, on a de l'HDMI et du DisplayPort, je pense. Du RJ45, on a quand même une connectique qui est assez complète sur une carte micro ATX quand même.
Puis on a 4 slots pour de la RAM jusqu'à 4000 MHz, ce qui est énorme, donc de la DDR4 bien entendu. Hein. Et voilà. Ce que fait Asus depuis un certain temps maintenant sur leur nouvelle carte mère et même carte graphique, c'est que vous pouvez imprimer des pièces en 3D pour personnaliser vos cartes. Pas mal, hein. Ils vont ensuite sortir tout ce qui est leur série Maximus, etc. Donc la Maximus 9 Hero, cette carte-là qui est vraiment plutôt jolie. Donc il y a 2 ports PCI Express 3.0 qui sont renforcés avec du métal. 3 ports PCI Express 3.0. 1, 2, 3 en fait. Pas 2, 3. 3 ports PCI Express une fois. Il y a 6 SATA. Il y a 2 M.2. Donc il y a un M.2 là et je pense qu'il y en a un autre peut-être ici. Et il y a 2 M.2 et 6 SATA. Et niveau connectique, il y a aussi pas mal de choses. Il y a au moins 4 ports USB 3. Il y a quelques ports USB 2. Je pense qu'il y a de l'USB-C, etc. La Maximus 9 Code. Donc là, plus je descends, plus c'est du haut de gamme. Hein. Également 3 ports PCI Express renforcés, dont 2 renforcés 3.0 en 16 fois, 3 ports PCI Express 3.0 en une fois, 6 ports SATA, 2 M.2, encore, encore 2 M.2. Je pense qu'il y a encore plus de phases d'alimentation. Il y a le shield complet pour la carte mère, donc il doit y avoir le shield à l'avant, il y a également un shield à l'arrière. 4 emplacements de DDR4 jusqu'à 4133 MHz. Et là, on tape dans le plus haut de gamme de ce qu'il y aura en chipset Z270 au niveau de chez Asus pour l'instant en tout cas. La Maximus 9 Formula. On a 12 phases d'alimentation qui peuvent être water coolées ici là. Là vous avez une entrée de water cooling, la sortie du water cooling. Et c'est même EKWB qui se charge de cette partie là, qui a fait ce module là. Il y a encore tout le shield complet. L'arrière est juste magnifique avec masse connectique. Il y a 4 USB 3.1, type A, type C, il y a le Wi-Fi également, enfin bref, c'est fou. Et pour les prix, on ne sait pas encore, mais la disponibilité, ça sera janvier 2017. On va parler un petit peu d'MSI. Non, je ne veux pas parler du trailer de Zelda, du deuxième trailer de Zelda pour Wii U. On va parler un petit peu d'MSI qui sort un Ventirad CPU. C'est un des premiers Ventirad CPU que sort MSI. Ils en ont annoncé un autre. Je crois la DreamHack cet été ou quelque chose comme ça qui va sortir sûrement plus tard dans l'année. Mais là, ils sortent un premier Ventirad pour CPU, le Core Froze L. Donc c'est du 140-155 par 84 pour un poids de 960 grammes. Donc grosso modo, il est pas très grand. Il peut rentrer dans pas mal de boîtiers, il fait que 150 mm de haut, je pense, c'est la hauteur. Donc il doit faire un petit peu la hauteur d'un Be Quiet Pure Rock, grosso modo, c'est quelque chose qui va ressembler à ça. Et il y a un ventilateur de 120 mm qui est fourni avec. Et il sera vendu 55 € en France et 49 $ aux États-Unis. Voilà. À voir ce qu'il donne en termes de performance. AMD Zen, accrochez-vous bien. On l'attendait pour janvier, AMD Zen. On attendait une annonce le 17 janvier, si vous vous rappelez bien, du dernier Tech Talk, avec une sortie dans la foulée. Eh bien, il semblerait que AMD annonce Zen le 13 décembre. Ah, et pas en janvier. Donc, il semblerait que lors d'un événement appelé le New Horizon à Austin, au Texas, AMD dévoile leur nouvelle architecture Zen. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, ils vont dévoiler l'architecture, la présenter, mais les processeurs ne vont pas sortir en décembre. C'est-à-dire qu'ils vont faire un lancement papier le 13 décembre, et ensuite le lancement des produits se fera courant janvier, donc potentiellement après le CES qui se tiendra début janvier. Donc ils vont présenter certainement la nouvelle architecture avec certains de leurs nouveaux processeurs, et ils vont aussi présenter leur nouvelle plateforme, donc leur nouveau chipset, le AM4, avec les différentes déclinaisons de chipsets, là, les X370, etc. Donc, sachant que le AM4 supporte la DDR4, supporte le PCI Express 3.0, l'USB 3.1, la mémoire NVMe en Express, et tout. Donc, 13 décembre, on en parlera dans le Tech Talk qui suit le 13 décembre. Forcément, je vous ferai un petit résumé, etc. lors du Tech Talk. Mais voilà, attendez-vous à ça, le 13 décembre, Zen pour AMD, et c'est également là, sûrement,
qui dévoileront la RX 490. Donc beaucoup de choses le 13 décembre. On va continuer à parler un petit peu d'AMD. Et en fait, AMD, la stratégie d'AMD à l'heure actuelle, pour l'instant, enfin, pas parler de stratégie, c'est que le positionnement d'AMD à l'heure actuelle est en deçà de Nvidia. C'est-à-dire qu'au niveau des parts de marché, AMD reculait ces dernières années et Nvidia grappillait un petit peu plus tout le temps de parts de marché et vendait plus de cartes graphiques qu'AMD. Selon le président d'AMD, Vega, donc la nouvelle architecture des cartes graphiques qui va suivre Polaris, donc qui va arriver aussi en début 2017, donc Vega, Zen également, et les relations avec le client, donc Vega, Zen et la relation client qu'a AMD avec ses utilisateurs sont les clés pour pour rééquilibrer les parts de marché entre Nvidia et AMD. C'est-à-dire pour regagner et pour retourner à 50% des parts de marché, et ben AMD compte sur Vega, sur Zen et sur leur relation client. Donc grosso modo, ils espèrent regagner beaucoup de parts de marché avec les sorties de leurs nouvelles architectures en carte graphique, en processeur. Mais également grâce à grosso modo, à la confiance que les gens accordent à AMD, etc. Donc il faut savoir que Vega va sortir dans la première moitié de 2017. Ça va être des cartes qui vont être destinées pour la 4K et pour la réalité virtuelle. Donc ça va être des cartes qui vont être plus puissantes que ce qui se fait à l'heure actuelle, donc que les RX 480, ça va être le haut de gamme, ça va être les trucs vraiment très très puissants qui vont venir concurrencer le haut de gamme de chez Nvidia. Zen également vient à tous les niveaux, c'est-à-dire Zen va se positionner en entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme pour concurrencer Intel. Et j'ose espérer que ces nouveautés de chez AMD vont permettre à rétablir un partage du marché entre les deux marques que sont Nvidia et AMD. Revenir à 50-50 et avoir une concurrence qui soit équilibrée entre les deux grands fabricants. Parce que voilà, ça c'était un graphique, ça c'était des chiffres en 2010 qu'a fait WCCF Tech. AMD avait 45% du marché sur les GPU de bureau et 55% sur le mobile. Et Nvidia avait 55% sur les PC de bureau et 43% sur le mobile. Et grosso modo, AMD était un petit peu près devant Intel. Ça, c'était à l'époque des GTX 400 et HD 5000. Le problème, c'est que cette tendance s'est beaucoup inversée. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je pense que Nvidia, sur le marché des PC de bureau, est à 70% de dominance. C'est-à-dire qu'à mon avis, Nvidia occupe à 70% le marché des desktop GPU. Et même sur le mobile, je pense que Nvidia doit être à 50%, AMD doit être à 50%, mais est à 30% sur le marché des PC de bureau. Ce qui fait que Nvidia, sur la globalité, est genre à 65%, peut-être 65%, alors que AMD est sûrement à 35% des parts du marché. Peut-être 40%. Mais grosso modo, il y a un énorme écart. Et donc, on espère qu'avec les nouvelles architectures, ça va se rapprocher et converger vers 50, histoire d'avoir vraiment une bonne concurrence entre les deux marques. Et on va continuer du coup avec des benchmarks de la RX 490. Donc les premiers benchmarks sont tombés sur Edges of the Singularity. Comme d'habitude, AMD teste ses cartes sur les jeux qui lui sont forts, sur les jeux sur lesquels elle a un avantage de base. Donc elle teste forcément ses cartes sur Edges of the Singularity, histoire d'avoir les meilleurs résultats possibles. Et donc du coup, on a des résultats au niveau des performances pour la RX 490 en DirectX 11 et en DirectX 12. Alors je vais descendre un petit peu, tac. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Bon, je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on pense pour la RX 490 pour ceux qui ne seraient pas là. Donc une carte qui vise les 4K essentiellement, qui viendrait avec un bus mémoire plus large que 256 bits, qui serait soit un dual GPU, donc une carte avec deux chipsets graphiques dedans, qui serait du Polaris 10,
ou alors une carte qui serait avec un seul GPU et qui serait du Vega, donc la nouvelle architecture, et qui serait grosso modo de la même puissance qu'une GTX 1080. Qu'en est-il des résultats? Le nom de code c'est celui-là, AMD 687FC1. Et apparemment, sur Edges of the Singularity, on aurait des performances qui viendraient titiller les GTX 1080. Vous voyez qu'on est à un score de 8400 avec cette carte en DirectX 12, et la GTX 1080 a un score de 8500. Sachant qu'ici, la R9 200, c'est potentiellement la R9 295X2. Voilà, qui est vraiment une grosse carte. Mais pas sûr que ce soit celle-là, hein. Je suis vraiment pas sûr. En fait, ça se trouve, c'est... Ouais, je suis vraiment pas sûr. Donc au niveau des benchmarks, ça donne en 1080p et en 1440p. Je vais essayer de vous changer ça. Donc là, on est sur la carte RX 490. On a des scores de 32 fps par seconde en moyenne, en 1080p. En standard, on monte à 51. En low, on monte à 58. Et toujours en low, on est à 61. Et en 1400, là, c'est avec... Oui. Il y a quoi qui change entre ces deux-là? C'est une excellente question, je ne sais pas. Standard. Ah, là, ça attend. DirectX 12 et là DirectX 11, c'est ça. Donc le premier, ça c'est DirectX 11. Donc en 1080p, en preset crazy, on est à 32 fps. En preset standard, on est à 51. Mais avec DirectX 12, en preset standard en 1080p, on est à 85 fps. Donc beaucoup plus haut sur DirectX 12, forcément. Voilà. Ah, j'ai cliqué sur... Ah là, je voulais pas cliquer. Donc voilà, une RX 490 qui, à mon avis, a les performances qu'on attend d'elle pour venir concurrencer la GTX 1080. Voilà. Les mecs testent leurs cartes avec des processeurs Intel. Oui, parce qu'ils savent que pour l'instant, pour ne pas être bottleneck et ne pas du tout entacher les résultats de la carte graphique, les processeurs les plus puissants d'un point de vue professionnel, c'est du Intel. Ils prennent le Intel 5930K d'ailleurs. X. 5930. K ou X 5930K. Voilà. On va passer sur la comparaison entre l'Intel Core i7 7700K et l'Intel Core i7 6700K. Donc la comparaison entre les performances de Skylake et de Kaby Lake pour le même processeur, qui est grosso modo le 6700 c'est Skylake et le 7700 c'est son équivalent chez Kaby Lake. Donc en gros, en mettant les deux processeurs à la même fréquence, parce qu'en fait de base les deux ne sont pas forcément à la même fréquence, le 7700K de chez Kaby Lake est à 4.2 en core clock, donc en fréquence de base, et à 4.5 en boost clock. Alors que le 6700 est à 4 GHz de base et 4.2 en boost. Donc on a 4 et 4.2 contre 4.2 et 4.5. Donc forcément, du coup, si vous comparez les deux processeurs sans rien changer, le 7700, vu qu'il a une fréquence plus rapide, bah, il va avoir plus de performance et il va avoir de meilleurs scores sur les benchmarks. Donc être plus puissant. Si jamais vous mettez les deux processeurs à la même fréquence, si vous bloquez la fréquence du 7700K à genre 4.2 et que vous mettez le 6700K à 4.2, et ben apparemment, il n'y a pas de différence. Il y a quasiment aucune différence en termes de performance. Quasiment aucune. Donc, le seul boost en performance vient du fait que la fréquence de base du 7700K est plus haute que celle du 6700K. Donc c'est pour ça, on a 7% en plus au niveau du boost clock. C'est pour ça que le gain en performance vient directement de cette différence de fréquence.
et ne vient quasiment pas des changements de l'architecture du processeur. Donc en gros, la nouvelle architecture Kaby Lake, d'un point de vue structure du processeur et architecture, n'apporte quasiment rien en termes de performance. Mais ça permet d'avoir des fréquences un petit peu plus hautes, et les fréquences plus hautes, quant à elles, apportent plus de performance. Mais sinon, si vous mettez les deux processeurs au même clock, donc aux mêmes fréquences d'horloge, les performances sont quasiment similaires. Donc voilà, quasiment voilà. Clock to clock à 4 GHz, le 7700K est même genre presque 1% plus lent en calcul à 1 cœur et 0,02% plus lent en calcul multicœur. Donc 0,02%, autant dire, il a la même vitesse et, aux mêmes performances en calcul multicœur. Donc voilà, donc il n'y a quasiment pas de différence. Pourtant, il consomme un petit peu plus. Et il chauffe un petit peu plus. La seule chose qui est potentiellement bien, c'est qu'il semblerait que Kaby Lake s'overclock très bien. Et il y a des 7700K qui ont atteint 5 GHz sans besoin de gros moyens de water cooling ou de refroidissement. Donc il y a des tests, il y a des mecs qui ont essayé les 7700K et ils ont essayé d'overclocker ces processeurs-là et ils ont atteint plus de 5 GHz sans avoir de l'azote liquide et tout en fonctionnant avec un refroidissement standard. Et les résultats les plus hauts montent plus haut que 5 GHz. On est à 5,3, 5,4, 5,5, même 5,6 GHz quand vous poussez le processeur et que vous l'overclockez avec de l'azote liquide, enfin que vous utilisez de l'azote liquide pour le refroidir et tout et tout. Mais si déjà on arrive à 5 GHz avec des systèmes de refroidissement standard, c'est assez énorme. Parce que vous passez de 4.2 à 5 sans grande difficulté, c'est quand même excellent d'un point de vue overclocking. Et c'est peut-être là qu'il se différencie un petit peu de Skylake. Voilà. Ensuite, il nous reste quasiment plus de news. Il nous reste 2 news qui sont le nouveau trailer pour le film Assassin's Creed et le trailer pour The Last of Us Part 2. Et je ne sais pas si sur la VOD ces deux trucs vont passer, parce que je vais potentiellement me faire strike par YouTube à cause des musiques, etc. Donc on va essayer de les regarder ensemble, voir ce que ça donne. Mais si ça passe pas, bah écoutez YouTube, vous n'aurez pas ces 2 vidéos. Et on va commencer par le nouveau trailer de Assassin's Creed. Et je vais changer un petit peu de vue. On va passer comme ça. Hop là. Attendez, je vais me mettre en 1080p. On va se mettre en grand écran. Comme ça, au calme. Et allez, on va regarder ça ensemble. Alors, voilà. Ça, de base, le film Assassin's Creed a l'air pas si mal que ça. Mais je ne sais pas si j'irai le voir au cinéma. Je sais pas. C'est quelque chose, j'hésite. Parce que la série Assassin's Creed en jeu vidéo est quand même assez bonne, et quand même excellente. Le 2 était très bien, le 1 était bien, le 3 était bien, le 4 était génial, etc. Mais, est-ce que le film va valoir le coup, est-ce que le film va être décevant ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des scènes qui vont être gigantesques, qui vont être assez impressionnantes, mais est-ce que dans sa globalité, l'histoire va être bien, ça va être bien tourné et tout ? Je ne sais pas du tout. On va maintenant regarder le premier trailer de The Last of Us, partie 2. Donc, j'ai pas joué au jeu The Last of Us, mais c'est un excellent jeu, j'en ai entendu que du bien. Et du coup, je voulais vous montrer le trailer de cette deuxième partie, du deuxième volet du jeu qui va sortir potentiellement en 2017. Mais il va être annoncé à la PlayStation Experience 2016 très prochainement. Allez, on est parti cette fois-ci. Promis, il y aura du son. Hop, on va regarder ça tout de suite. Petite pause. 4 minutes. Oh, c'est tout de suite un petit peu plus long. 1080p, tout va bien. Allez hop. On est parti pour The Last of Us Part 2.
I walk through the valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. In my mind, my gun, they comfort me, because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right because I'm wrong. No, I can't walk on the path of the right, 'cause I'm wrong. What are you doing, kiddo? You really gonna go through with this? I'm gonna find, and I'm gonna kill every last one of them. PlayStation. Damn! Wow, wow, wow! Ah, il durait 4 minutes. Je les ai pas vus passer. Je les ai pas vus passer. C'était impressionnant. Le trailer est juste magnifique. Ce qui est fou, c'est qu'ils arrivent à faire un truc qui est beau, qui est prenant, qui te hype sur le jeu, alors qu'il y a rien. alors que le trailer est vide. Je m'entends qu'il est vide, c'est-à-dire que il vous parle quasiment pas de l'histoire. La seule chose qu'il vous dit par rapport à l'histoire, c'est la fille qui dit à la fin je vais les tuer tous. Ouais, je vais juste tous les buter un par un, jusqu'au dernier. Donc elle te dit quasiment rien sur l'histoire ou ce qui va se passer. Elle te dit, on voit pas le gameplay, on voit pas des phases d'action, on la voit juste jouer une chanson à la guitare et l'autre protagoniste qui rentre avec le flingue et qui voit qu'elle a buté à la machette tous les gens qui étaient dans la maison également. Ensuite, là, le trailer est visuellement splendide. Donc forcément, c'est du pré-rendu, etc. C'est pas du in-game footage. C'est pas ce que vous aurez en jeu. Donc les gens qui crient au downgrade, ça sert à rien. Criez pas au downgrade. Forcément, le jeu va pas ressembler à ça. Ça, c'est un trailer cinématographique, si je peux appeler ça comme ça. Le jeu va pas ressembler à ça, même si, à mon avis, il sera quand même très beau. Autant vous dire que, par exemple, Uncharted, la série des Uncharted, la série des The Last of Us et potentiellement Red Dead Redemption, c'est certains des jeux, ou aussi peut-être Final Fantasy, ça fait partie des séries de jeux pour lesquels, juste pour ces jeux-là, je prendrais une PS4. Juste pour ces jeux-là. Juste pour ça. Voilà. Bref. C'était la dernière news, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. On va retourner tranquillement à l'écran classique. Je vais couper la VOD. Si vous avez liké, likez.
dislikez si vous avez disliké, laissez vos questions en commentaire. Laissez vos questions, remarques en commentaire plutôt. Et comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.